Bonjour à tous et très bonne année 2021. En démarrant cette chaîne dédiée à l'histoire et pour la publication de mes futurs écrits, il ne vous aura sans doute pas échappé que j'ai choisi un pseudonyme, Luc Angélique Gounod. Ce nom de plume est une forme d'hommage à un ancêtre lointain, un autre Luc Angélique, qui vécut au XVIIIe et XIXe siècle, qui m'a donné beaucoup de fils à retordre au niveau généalogique et dont j'ai trouvé le nom particulièrement romanesque. Mais d'où peut donc venir cet étrange prénom? Pour le savoir, penchons-nous sur l'acte de baptême du premier Luc Angélique de ma famille. Il naît à Nevers en 1774. À cette époque, les baptisés prenaient très souvent le prénom du parrain pour un garçon et de la marraine pour une fille. Dans son acte, il est précisé que son parrain est Messire Luc Angélique de Rémini, ancien capitaine de grenadiers, chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis. Pourquoi mon ancêtre, issu d'une famille de vignerons modeste, a-t-il eu un tel parrain? Il est possible que la réponse vienne de sa mère qui, au moment de son mariage en 1772, était domestique à Nevers. Une hypothèse plausible serait qu'elle fût domestique de ce Luc Angélique de Rémini. Mais qui était exactement cet homme? Tout habitant de Nevers qui se respecte a déjà parcouru la rue de Rémini, mais combien connaissent l'histoire de ce patronyme? Moi-même, je l'ignorais avant de savoir qu'un membre de cette illustre famille avait été le parrain de mon ancêtre. Ce que j'ai trouvé, c'est une famille qui a traversé l'histoire, qui en a vécu certaines des heures les plus marquantes, jusqu'à s'éteindre brusquement, il y a 200 ans. Alors partons à la découverte de la famille de Rémini, découvrons qui était précisément Luc Angélique de Rémini et pourquoi il fait aujourd'hui encore perdurer son nom de famille bien au-delà de nos frontières. Pendant le générique, vous pouvez liker la vidéo, la commenter ou vous abonner à la chaîne. Petite précision, le sujet n'étant pas ici les guerres à proprement parler, mais plutôt l'implication de certaines personnes dans les batailles, l'évocation des événements militaires a été simplifiée et ne prétend pas être exhaustive. J'ai cependant essayé d'être le plus exact possible dans mes explications. A tout de suite. On a peu d'indices sur les origines de la famille de Rémini, dont les premières traces apparaissent au XVIe siècle. Certains avancent que les Rémini étaient des nobles originaires de Rimini, en Italie, arrivés en France entre 1547 et 1559 dans le sillage de Catherine de Médicis. Pourtant, les seigneurs de Rimini en Italie se sont éteints en 1500, chassés par les Borgiens. De plus, on peut remonter la lignée des Rémini en France jusqu'en 1500 avec Guillaume de Rémini, seigneur de Joux-le-Châtel, devenu aujourd'hui Joux-la-Ville, tout près d'Auxerre. On évoque même une Jeanne de Rémini, mariée vers 1316 avec Milès de Noyer, comte de Noyer, grand bouteiller et maréchal de France. La seigneurie de Joux-le-Châtel, distante d'à peine 15 km, dépendait justement du comté de Noyer. Comme toute famille noble, les Rémini ont un blason. La description de ces armoiries, selon les codes de l'héraldique, est la suivante. D'azur à la face d'or, surmontée de 3 étoiles en chef de même. Du XVe au XVIIe siècle, les générations se succèdent. Au gré des unions avec les familles nobles voisines, la famille de Rémini va acquérir de nombreuses terres. D'abord du côté de la Marne et la Haute-Marne, à Gigny notamment. Puis, avec le mariage de Charles de Rémini, en 1610 avec Christine de la Perrière, la famille acquiert les seigneuries de Billy, Saint-Franchis et Sicogne dans la Nièvre. Le château de Dinflin, à Billy-Chevannes, devient leur fief principal. Paul Léonard, devenu baron de Joux, prend la charge de lieutenant du roi dans les provinces du Nivernais et du Donzivois. La charge de lieutenant du roi est créée en 1692 par Louis XIV. En tout, une centaine de charges seront créées dans l'ensemble du royaume. Le lieutenant du roi est sous les ordres du lieutenant général et du gouverneur d'une province. Il est le représentant du roi dans cette province. Au départ, la charge de lieutenant du roi est payante, 45 000 livres. Une fois acquise, elle est héréditaire et ouvre droit à une rente de 2000 livres par an. À la fin du XVIIe siècle, par le jeu des alliances et l'achat de terres et de charges royales, la famille de Rémini est l'une des plus puissantes du Nivernais avec celle des ducs de Nevers.
À la mort de Paul Léonard, l'héritage des Rémini est partagé entre ses fils. Paul, devenu marquis de Joux, donnera la branche aînée, basée à Dunflin, et Jean-Baptiste, seigneur de Gigny, la branche cadette en Haute-Marne. Nous arrivons à présent à Luc Angélique. Le fils de Paul de Rimini, Paul-Louis Jean-Baptiste et sa femme Louise Le Tuillier se marient vers 1710. Ils ont au moins 7 enfants nés entre 1710 et 1723. François Angélique, qui sera marquis de Joux à son tour, Dominique, Agathe Marguerite Camille, qui deviendra sœur Joseph Agathe, au couvent d'Yzeure près de Moulins, et dont les précieux écrits qui nous restent décrivent la vie de son couvent, Luc Angélique, qui nous intéresse à présent, Mathurin, ainsi que 2 enfants morts en bas âge. Les baptêmes ayant été souvent célébrés à Paris, où les archives ont brûlé en 1870, beaucoup d'incertitudes demeurent cependant concernant la fratrie. D'après son matricule militaire, Luc Angélique serait né le 18 août 1716 à Nevers. En regardant sa généalogie, on comprend d'où vient son prénom original. Sa grand-mère se nomme Marie-Angélique Savary de Brève, et sa tante Hélène Angélique de Rémini a épousé un certain Luc-François de Laurencin. On peut imaginer que l'une des 2 femmes fut sa marraine et que son oncle Luc fut son parrain. On ne sait rien de l'enfance de Luc Angélique. Il la passe sans doute entre le château de Dunflin et l'hôtel de Rémini, une riche demeure que la famille a fait construire à Nevers, et peut-être également une résidence parisienne dans la paroisse Saint-Sulpice, où la famille a baptisé plusieurs de ses enfants. Les premières traces qu'on a de lui se trouvent d'ailleurs dans les archives notariales parisiennes, sous le prénom Lucas Angélique. Les documents sont d'ailleurs signés de sa main. On apprend ainsi qu'il demeure en 1740 rue Saint-Honoré, puis rue de Richelieu. C'est d'ailleurs dans la rue de Richelieu que se trouve l'hôtel de Nevers, résidence parisienne des ducs de Nevers, ancien palais de Mazarin, qui était l'oncle du duc. La carrière militaire de Luc Angélique de Rémini débute le 27 septembre 1737, en tant que mousquetaire du roi. Il n'a alors que 21 ans. C'est déjà vieux quand on sait que la plupart des jeunes nobles s'engagent dès 16-17 ans. À cette époque, les 2 compagnies de mousquetaires sont surtout une école militaire pour jeunes nobles qui font leurs armes pendant environ 3 ans avant de devenir officiers dans d'autres régiments. Rien à voir donc avec les gardes royaux créés par Louis XIII qui ont tant inspiré Alexandre Dumas. 4 ans plus tard, durant l'été 1741, Luc Angélique de Rémini s'engage au sein du régiment de la Sarre. Le régiment a été créé en 1651 en Lorraine par Henri de la Ferté-Senneterre. L'unité existe toujours aujourd'hui sous le nom de 51e régiment d'infanterie. Comme toutes les unités de l'Ancien Régime, le régiment a son propre drapeau et ses uniformes sont codifiés. On n'a pas de portrait de Luc Angélique de Rémini. Cependant, des gravures représentant des uniformes d'officiers de son régiment nous permettent d'imaginer son allure vers 1757. En quelques années, Luc Angélique va gravir les échelons de la hiérarchie militaire. D'abord sous-lieutenant, puis enseigne en 1741, il devient lieutenant en 1742. Enfin, en 1745, à 29 ans, il est promu capitaine. Il est désormais à la tête d'une compagnie d'une centaine d'hommes qui portent son nom, comme c'est la tradition dans l'armée de l'Ancien Régime. Dans les archives du service des armées, on peut consulter les registres de contrôle de l'armée, ancêtres des registres matricules modernes. Ainsi, on peut voir les soldats qui ont combattu sous le commandement de Luc Angélique de Rémini. À l'époque, un soldat s'engage en moyenne pour 6 ans et adopte à son entrée dans l'armée un nom de guerre qui évoque un caractère, un trait physique ou juste le lieu d'origine du soldat. Il ne sera plus appelé que par ce surnom, jusqu'à son retour à la vie civile. En 1745, la compagnie de Rémini comprend ainsi les soldats Jolibois, Vitry, La Douceur et beaucoup d'autres. Le site Mémoire des Hommes a fait un travail remarquable de numérisation, et avec un peu d'information et beaucoup de patience, vous pouvez retrouver la trace d'un ancêtre soldat dans l'armée de l'Ancien Régime. En 1756, la guerre de 7 ans éclate. Elle voit s'opposer les principales puissances européennes, la France, alliée de l'Autriche et de la Russie d'un côté, et le Royaume-Uni et la Prusse de l'autre, et se déroule sur plusieurs continents. L'Europe, l'Amérique du Nord, l'Asie, en Inde notamment, et même aux Antilles.
Elle est donc considérée par beaucoup comme la première guerre mondiale que la planète ait connue. En Amérique, les raisons du conflit entre Britanniques et Français sont à la fois économiques, territoriales et religieuses. Les deux pays, qui bafouent allègrement les traités signés avec les Amérindiens, se livrent une rude concurrence dans le commerce des fourrures. Ensuite, la France détient la Louisiane française, gigantesque territoire stratégique qui s'étend du Québec jusqu'au golfe du Mexique. Enfin, les Britanniques craignent que la France catholique n'impose sa religion aux Amérindiens au détriment de l'anglicanisme. Outre-Atlantique, le conflit, appelé guerre de la conquête, a réellement démarré en 1754. Pendant 2 ans, des échauffourées éclatent entre Anglais et Français, les belligérants érigeant tour à tour des forts, détruisant ceux de l'ennemi et passant des alliances avec les tribus amérindiennes. Côté anglais, un certain George Washington est notamment à la manœuvre. Quand la guerre éclate en 1756 en Europe, Anglais et Français envoient des renforts en Amérique. Côté français, c'est le marquis de Montcalm qui va diriger l'armée composée de 3000 soldats et 250 Amérindiens. La compagnie de Rémini, ainsi que l'ensemble du 2e bataillon du régiment de la Sarre, quittent Brest le 3 avril 1756 à bord du navire Le Hérault. Le Hérault est un vaisseau à 2 ponts, portant 74 canons, construit à Brest en 1752 et qui sombrera en 1759 lors de la bataille navale des Cardinaux. L'épave au large du Croisic a été localisée en 2004. Mais revenons en Nouvelle-France. Le navire arrive au port de Québec le 13 mai 1756 et les compagnies sont passées en revue le 2 juin. Au début, les victoires françaises s'enchaînent. Dès août 1756, le régiment de la Sarre participe à la célèbre bataille du fort Oswego. Montcalm veut conquérir la place forte pour créer une ligne continue de forts du Québec jusqu'au Mississippi et ainsi renforcer sa défense. En pleine nuit, les troupes françaises arrivent sur place et bombardent Oswego. La supériorité numérique des Français, alliée à l'effet de surprise et à la guérilla opérée par les Indiens pour le compte de Montcalm, ont raison du fort d'Oswego. Le fort est entièrement détruit et non pas occupé. C'est un message que veut donner Montcalm aux Indiens qui y voient une étape vers la récupération de leurs terres. En 1757, Luc-Angélique de Rémini participe avec le régiment de la Sarre, et sous les ordres de Montcalm toujours, à la bataille de Fort William Henry. Là encore, les Anglais capitulent et les Français font 2300 prisonniers. Montcalm négocie un pacte de non-agression de 18 mois. Mais le massacre d'une partie des troupes anglaises par des Amérindiens jette le trouble entre les deux camps, et les Anglais refusent finalement le cessez-le-feu. En 1758, les Anglais reçoivent de nombreux renforts venus d'Europe. La marine anglaise organise un blocus empêchant l'arrivée de renforts français. Malgré leur infériorité numérique, les troupes françaises remportent une large victoire encore à Fort Carillon, victoire à laquelle participent le capitaine Rémini et ses hommes. Cependant, conscients de leur supériorité numérique, les Britanniques ont lancé des attaques simultanées et d'autres forts français tombent, privant l'armée de Montcalm d'une partie de son ravitaillement. C'est un coup dur. Les défaites s'enchaînent pour les troupes de Montcalm. En 1759, les possessions françaises en Amérique sont divisées en deux. La Nouvelle-France est isolée de la Louisiane. La France perd également Louisbourg, ville stratégique qui va permettre au général anglais Wolfe de remonter le golfe du Saint-Laurent et débarquer en septembre 1759 à Québec, déjà assiégé depuis juin et bombardé quotidiennement par les Britanniques. Pour protéger Québec, les troupes françaises ont placé 3 compagnies aux avant-postes le long du Saint-Laurent. L'une se trouve à Samos. À Lens-Foulon, c'est le capitaine de Vergor qui veille, tandis qu'à Sillery se trouve la compagnie de Rémini. Dans un livre anglais qui relate la guerre de la conquête, Vergor est décrit comme un incapable. Il est vrai qu'il a déjà lamentablement échoué à défendre le fort Beauséjour en 1754, ce qui lui vaut un passage en cour martiale où il échappe à une condamnation grâce à l'amitié entre son père et l'intendant de Nouvelle-France. On dira de Vergor plus tard que s'il avait eu le sort qu'il méritait, le roi n'aurait pas perdu le Canada. Le capitaine de Rémini, en revanche, est décrit comme un homme de grande valeur, observateur avisé. Des lettres de Luc-Angélique au colonel Bougainville illustrent cette fonction d'avant-poste exercée par le militaire âgé maintenant de 43 ans. Cependant, un élément clé va empêcher le capitaine de Rémini de prévenir les troupes françaises de l'arrivée des Anglais.
Conscients du risque d'être repérés par Rémini, ces derniers vont l'empêcher de pouvoir prévenir l'armée, tout simplement en lui volant ses 3 chevaux. Privée de moyens de déplacement, la compagnie de Rémini est comme réduite au silence. Ajoutez à cela que le fameux capitaine de Vergor a donné congé à 70 des 100 hommes de sa compagnie pour qu'ils aillent s'occuper de leur récolte et des siennes. Connaissant l'incompétence notoire de Vergor, le général Wolfe va précisément décider de débarquer ses hommes à Lens-Foulon, malgré les falaises difficilement franchissables. Le 12 septembre 1759, à 21 h, les Anglais prennent place dans des barques à fond plat. Aux sentinelles qui les interpellent, ils expliquent qu'ils livrent de la farine. Bougainville avait cependant annulé ce ravitaillement, mais n'ayant pas de formation militaire, celui-ci n'en a pas informé les sentinelles, qui laissent donc passer les Anglais. À 4 h, les premiers Anglais escaladent les falaises près de Lens-au-Foulon et se heurtent aux troupes diminuées de Vergor. Pendant ce temps, les Anglais font diversion et bombardent la position de Rémini à l'aide d'une canonnière. Fort heureusement pour Luc Angélique et ses hommes, un bâtiment anglais va heurter accidentellement la canonnière qui coule aussitôt. Les troupes de Vergor sont facilement battues par les Anglais qui s'installent sur les hauteurs de Québec et se mettent en ordre de bataille au petit matin du 13 septembre. À 8 h du matin, le capitaine de Rémini écrit à M. de Bougainville. Les ennemis ont débarqué au Foulon et à l'Anse-des-Mers. Ils ont pris la batterie et je crains fort pour M. Duglas qui avait marché avec un lieutenant de Montpiquet et 20 hommes. Les canonniers sont épars dans le bois. De temps à autre, il m'en vient quelques-uns. Je reste à votre maison parce qu'ils marchent par la Grève et par le grand chemin de la ville à Sillery. Je suis monsieur, votre serviteur, Rémini. À 10 h, la bataille proprement dite a lieu dans les champs de blé des plaines d'Abraham. C'est une bataille à l'européenne où les deux camps se font face. Montcalm va faire l'erreur de croire que Bougainville est déjà au courant des événements. Il ne lui envoie donc pas de messager, privant les Français de renforts en temps voulu. Au bout d'1 h 30, les troupes françaises battent en retraite. Les Amérindiens vont couvrir leur repli et infliger de lourdes pertes aux Britanniques. La bataille fera plus de 600 morts des deux côtés. Les deux généraux ennemis, Wolfe et Montcalm, trouvent la mort. Ramené à Québec, agonisant, Montcalm va passer les dernières heures de sa vie à préparer la reddition de la ville. Lorsqu'on lui dit qu'il ne lui reste que quelques heures à vivre, il s'exclame « Tant mieux, je ne verrai pas les Anglais à Québec ». Le 18 septembre 1759, la capitulation de Québec est signée. En 1760, malgré un bref sursaut français, Montréal tombe à son tour, mettant fin à la présence française au Canada. La guerre de 7 ans s'achève en 1763 et la France en sort grande perdante. Mais que devient Luc Angélique? En récompense des services rendus, notamment lors de la bataille d'Oswego, Luc Angélique de Rémini est nommé chevalier de Saint-Louis. À la fin de la campagne de 1759, le duc de Lévis, maréchal de France, évoque le chevalier de Rémini en ces termes. Cet officier, n'y voyant presque point, j'ai été obligé, sur sa demande, de nommer à son emploi et lui ai promis de demander sa retraite. Étant donné ces observations durant la bataille des plaines d'Abraham en 1759, qui nécessite une bonne vue, il est probable que sa cécité soit due à des blessures survenues dans les dernières batailles fin 1759. Luc Angélique de Rémini sera cependant encore nommé le 2 mai 1760 capitaine de la compagnie des Grenadiers, poste qu'il quittera le 13 juillet de la même année. Désormais quasiment aveugle, l'ancien capitaine se réfugie à l'hôtel de Rémini de Nevers, où il passera les 19 dernières années de sa vie. Il meurt sans descendance en 1779 à Nevers, à l'âge de 63 ans. Fort heureusement pour lui, Luc Angélique n'assistera pas au crépuscule de sa famille. Durant la seconde moitié du XVIIIe siècle et le début du XIXe, on retrouve plusieurs procès dans lesquels la famille, visiblement en manque d'argent, se déchire pour des questions d'héritage. François Angélique, marquis de Joux et frère aîné de Luc Angélique, meurt en 1787. Avec sa femme, Thérèse Séguier, il avait eu 2 fils, Louis-Marie Angélique et Antoine-Henri. Louis-Marie Angélique est le seul dont on ait le portrait aujourd'hui. C'est à présent la Révolution française.
Louis-Marie Angélique divorce et émigre pour échapper aux révolutionnaires. Son frère, Antoine-Henri, maire de Saint-Sauge, capitaine de la garde nationale, et leur mère, Thérèse Séguier, veuve du marquis de Joux et belle-sœur de Luc Angélique, sont arrêtés lors de ce qui est appelé dans la Nièvre la journée des 26 conspirateurs. De nombreux nobles nivernais sont arrêtés, accusés de faits souvent imaginaires, prétexte à des rancunes de leurs rivaux ou de leurs domestiques. Antoine-Henri est ainsi accusé de porter des gilets à fleurs de lys, d'avoir abandonné ses fonctions républicaines à cause d'un voyage qu'il avait effectué et d'avoir été complice du tyran Capet le jour du 10 août 1792 lors de l'attaque des Tuileries, alors qu'il se trouvait simplement à Paris ce jour-là. Thérèse Séguier, la marquise de Joux, âgée de 66 ans, est accusée de s'être cachée chez un militaire, d'avoir dissimulé son drapeau dans les écuries et menacé un tailleur de ne plus le payer s'il n'abandonnait pas ses idées révolutionnaires. Mère et fils seront guillotinés le même jour, le 22 juillet 1794. Revenu en France après la Terreur, Louis-Marie Angélique, le fils de Thérèse, le nouveau marquis de Joux, meurt en 1802. Son fils Nicolas, dernier de la lignée, décède à son tour en 1820 sans descendance. La famille de Rémini, des hauts et puissants marquis de Joux comme ils étaient appelés dans la Nièvre, s'éteint à l'aube du XIXe siècle, s'inscrivant à jamais dans l'histoire de l'Ancien Régime. Aujourd'hui, il reste quelques traces de cette illustre famille nivernaise. On retrouve dans le blason d'un village de la Marne, en Brière, plusieurs éléments du blason des Rémini. Le fond azur, la face d'or et les 3 étoiles. À Nevers, la rue de Rémini fut percée en 1865 sur un morceau du terrain de l'hôtel particulier de la famille, détruit en partie en 1864. L'ancienne orangerie fut tour à tour un café, puis un cinéma pâté. On peut avoir un aperçu de ce que fut cet hôtel particulier en regardant les images de la galerie Rémini, galerie commerçante aménagée au rez-de-chaussée dans les années 80. Le château de Dunflin, à Billy-Chevannes, racheté par des magistrats parisiens, fut l'une des terres agricoles les plus prospères du XIXe siècle dans la Nièvre. Depuis quelques années, le château et ses dépendances ont été admis au monument historique et font partie d'un projet de réhabilitation qui profitera aux habitants des Amonies. Outre-Atlantique, la compagnie du 2e bataillon du régiment de la Sarre reconstitue quant à elle, le plus fidèlement possible, la vie des troupes de Nouvelle-France au cours de la guerre de 7 ans. Chaque année, ses membres participent à différents événements historiques et patrimoniaux. Et c'est au Québec toujours que les traces et la mémoire des Rémini sont les plus éloquentes. Tout comme Montcalm, Lévis et bien d'autres ont reçu l'honneur posthume d'avoir une localité québécoise à leur nom, un hommage a été rendu au capitaine Neversois. Une vaste étendue d'eau dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue a été baptisée lac Rémini. De même, le canton de Rémini a été créé en 1920 et le petit village de Rémini fondé en 1935. Voilà comment, grâce à la généalogie, on peut découvrir l'histoire peu banale d'une famille emblématique de Nevers et d'un chevalier du XVIIIe siècle, un peu oublié en France, qui participa pourtant aux heures les plus décisives de l'histoire du Québec.